présente rapidement, donc Eric Dauphas, Sébastien Lacroix et moi-même Johan Thomas Zoher. On est enseignant d'EPS dans l'Académie de Créteil, membre également du GRED, qui est un groupe de recherche et d'expérimentation autour du numérique. Et on va essayer de contribuer, alors avec beaucoup d'humilité, à tous les apports théoriques et scientifiques dont on a pu déjà un petit peu entendre parler depuis ce matin, et y compris sur les interventions depuis tout à l'heure en début d'après-midi. Et donc essayer de contribuer à la thématique d'aujourd'hui autour du concept de scénario pédagogique, où on va essayer de prendre des exemples très concrets autour de deux activités physiques et sportives, l'acrosport et le handball. Donc une rapide définition de ce que l'on entend par le scénario pédagogique, qui ici va être enrichi par le numérique. Donc le scénario est à concevoir comme le déroulement préétabli d'un projet, d'un événement. Il est constitué pour nous d'un scénario d'apprentissage qui comprend des objectifs, la planification que l'enseignant va pouvoir mettre en œuvre, l'évaluation également. Il est également constitué d'un scénario d'encadrement qui va être plus concentré cette fois-ci là sur le rôle de l'enseignant et sur ses interventions pédagogiques. Au sein de ce scénario, un réalisateur. Le réalisateur, ça va être l'enseignant. L'enseignant qui, pour nous, doit être avant tout un pédagogue, un didacticien, des activités physiques et sportives et artistiques, et ensuite un utilisateur du numérique. Donc c'est bien une contribution partielle, par moment, du numérique sur l'enseignement et surtout sur l'apprentissage. On va essayer de se centrer surtout sur l'apprentissage de l'élève. Donc avant tout, un enseignant qui a la casquette de prof d'EPS, avant d'être un utilisateur du numérique. Dans le cadre de ce scénario pédagogique enrichi par le numérique, l'élève, le groupe d'élèves va être ou vont être les acteurs qui vont jouer et qui vont donc interpréter un rôle tel que pourrait le faire justement un acteur. Notre positionnement, je vais vite sur le début pour qu'on rentre vraiment dans le concret très rapidement, c'est de montrer qu'en scénarisant notre intervention et donc en rendant l'élève acteur de ses apprentissages, on va essayer de redéfinir et d'enrichir à 3 niveaux grâce aux apports du numérique, d'un numérique éducatif, pleinement éducatif à ce niveau-là. On va essayer donc de redéfinir et d'enrichir à la fois les rapports au corps, les rapports aux autres, par rapport au groupe, et les rapports au temps et à l'espace, par rapport donc à la thématique de ces 2 jours. Donc on va très concrètement voir autour de l'élève et du numérique, puis du groupe et du numérique, et enfin de l'enseignant et du numérique, quels sont les apports possibles de ce numérique éducatif. Alors, dans un premier temps, nous partirons donc d'une citation de Stanislas Dehaene. Donc, le cerveau fonctionne en 4 étapes successives: prédiction, feedback, correction, nouvelle prédiction. Ainsi, donc, au cœur d'une situation d'apprentissage permettant d'améliorer l'efficacité au tir, comme on le voit sur la vidéo, l'élève va non seulement réaliser son action, puis revenir et pouvoir se voir. C'est ce qu'on appelle un procédé autoscopique. Le procédé autoscopique, c'est ce qui permet de confronter l'élève à sa propre image. Donc il s'agira réellement de fonctionner en boucle rétroactive. Activité motrice, feedback, régulation accompagnée ou autorégulation. Bien sûr, ce feedback, il est accompagné d'une fiche critériée. L'élève regarde donc sa vidéo avec un petit temps de différé et détermine s'il se rapproche ou non des critères fixés par l'enseignant. Donc le feedback délayé, c'est une information qui est donnée sur la production quelques secondes ou quelques minutes après la prestation. On sait que ce feedback délayé, il permet d'améliorer la rétention et donc à long terme l'apprentissage. Donc donner un feedback à l'élève sur un court délai donc, permet de développer l'auto-évaluation et l'autodétection de l'erreur. Le dispositif permet donc de pouvoir aussi répéter beaucoup plus avec des critères bien précis, je rappelle fixés par l'enseignant, et donc permet de stabiliser un apprentissage. Il semble donc cependant important que l'élève ne soit pas perturbé. Donc, comme on peut le voir sur la vidéo, l'élève réalise donc sa prestation et revient directement. Il a été montré au cours de recherche que si l'élève était perturbé au cours de son retour,
avant le feedback, il y avait détérioration. Donc là, on va faire un autre exemple en acrosport. L'objectif est la démarche est la même en fait, si ce n'est qu'on va, par certaines étapes, on va fonctionner en 3 étapes, en 3 ateliers simples qui vont permettre aux élèves de construire un enchaînement. Ça reste la volonté qu'on a d'eux. Et il faut garder cette approche systémique. Donc le but, c'est pas de prendre des ressources qui vont révolutionner les choses, c'est juste essayer dans le scénario de les agencer d'une certaine manière. Donc la première étape qu'on va voir, l'atelier 1, finalement, on va se servir d'un diaporama interactif où les élèves dessus vont pouvoir accéder à différentes figures. L'avantage de ces diaporamas interactifs, c'est que les élèves peuvent choisir les figures qui leur parlent le plus, qui sont accessibles, celles qu'ils ont envie d'essayer. Donc les mobiles d'agir vont rentrer un petit peu en ligne de compte, ils vont avoir un choix. Et aussi, ils vont avoir à chaque fois une petite vidéo qui va leur montrer le montage, le démontage de la figure. Et donc, ils vont en sélectionner 3. Ce sera notre consigne de départ. Une fois qu'ils auront fait ce choix-là, ils vont aller sur l'atelier 2. L'atelier 2 va leur permettre de vérifier. Donc là, on est sur le même outil que précédemment sur le handball, c'est-à-dire une vidéo différée. Donc les élèves ont des critères, ils réalisent leur enchaînement de 3 figures, ils l'essayent plusieurs fois, sans forcément avoir un feedback, si ce n'est celui de l'enseignant qui va venir les voir, qui va venir les aider. Et en se revoyant en différé, ils vont se dire à un moment, voilà, pour nous, cet enchaînement de 3 figures nous semble convenable, il est prêt, on va le présenter. Et à partir de ce moment-là, ils vont aller sur l'atelier 3. Et l'atelier 3, c'est une application, CoachEyes, qui permet de filmer et après de revoir en image par image avec une timeline et tout. Donc là, ils vont chronométrer le temps qu'ils vont mettre pour leur première figure, le temps qu'ils vont mettre pour la liaison, le temps pour leur deuxième figure, pour la liaison, le temps pour la troisième figure, montage, démontage. Le but pour eux, ça va être d'essayer d'optimiser finalement leur enchaînement. Leur enchaînement était peut-être recevable, mais on va essayer de l'optimiser. Où est-ce qu'on a perdu du temps? Et là, ils vont lier le qualitatif et le quantitatif. Ils vont avoir une donnée chiffrée, puisqu'ils vont pouvoir poser un chronomètre qui va s'incrémenter au fur et à mesure qu'on va avancer la vidéo. Donc ils vont voir le temps précisément. Et le qualitatif, c'est-à-dire le visuel, va leur permettre de voir là où il y a peut-être des choses qui vont être à améliorer. Et naturellement, l'objectif, c'est de pouvoir revenir sur l'atelier 1 pour rajouter 3 figures et continuer son enchaînement de cette manière. Dans un second temps, on va essayer de voir au niveau du groupe quelle contribution possible du numérique, toujours dans l'idée d'une plus-value sur l'apprentissage des élèves. Donc le rapport groupe et numérique, on va essayer de le balayer de la même façon autour de ces deux mêmes activités. Et ça va faire écho notamment à ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport aux travaux sur le socio-constructivisme, au conflit socio-cognitif qui a été évoqué un petit peu sur la deuxième intervention de cet après-midi. En nous basant sur ces travaux, et donc c'est notamment Vygotsky qui est précurseur là-dessus, la cognition serait socialement partagée, socialement déterminée. Elle est également distribuée dans la situation. Ça, c'est Hutchins qui nous parle de ça. Cette cognition, dans la situation, devra être génératrice d'échanges. À ce niveau-là, pour nous, le numérique, on va le voir un petit peu sur cette illustration concrète avec la petite vidéo en dessous, va être un vecteur privilégié qui va permettre aux élèves de faciliter ces échanges-là. On n'est pas en train de dire que sans le numérique, on ne peut pas avoir ces échanges, mais on est en train de dire que ce numérique peut favoriser ces choses-là. Sur les travaux socio-constructivistes, les fonctions psychiques supérieures sont issues des rapports sociaux, vraiment de ce qui se passe entre les élèves. Et à ce niveau-là, le langage est le médiateur intéressant et important. Donc qu'il puisse y avoir des échanges entre pairs, entre élèves, qu'ils puissent eux-mêmes se confronter aussi à l'image de leur propre corps et pouvoir échanger là-dessus avec leurs camarades, va être une plus-value, enfin c'est une hypothèse, mais que nous on vérifie d'un point de vue, encore une fois, pragmatique, c'est de l'empirisme dont on vous parle ici, mais ça va favoriser les échanges et donc ce conflit socio-cognitif qui a été évoqué tout à l'heure par Doise-et-Muni, conceptualisé par Doise-et-Muni. Ce conflit socio-cognitif, les interactions donc entre pairs vont être la source du développement cognitif chez les élèves, en référence à ces travaux-là. Donc là, on se base sur une application de relevé quantitatif. Alors l'application en tant que telle, ce n'est pas ici ce qui nous intéresse, on pourra y revenir si vous le souhaitez d'un point de vue très concret, mais c'est vraiment le prétexte, encore une fois, pour créer ces échanges entre les élèves.
Donc on va avoir un recueil de données qui va être ici enrichi par le numérique. Donc on est avec une application de PTB qui permet donc aux élèves de relever le nombre de possessions, le nombre de tirs, le nombre de buts, de manière assez classique, mais qui va permettre surtout à la fin d'avoir un relevé statistique assez poussé, souvent trop poussé par rapport à des élèves de 6e par exemple, et donc l'enseignant en tant qu'expert de l'activité va également, bien évidemment, s'approprier pour inviter les élèves à venir sur les critères pertinents d'observation. Donc les élèves recueillent ces résultats et les échanges qui se passent à ce niveau-là sont assez intéressants puisque un langage est utilisé, un vocabulaire est utilisé, et si on se place sur cette perspective socio-constructiviste, des échanges sont envisageables. Sur une deuxième étape, toujours au niveau de cette idée de créer des échanges au sein du groupe, on parlera d'espace de débriefing avec Carole Sève, on va essayer de créer un climat favorable pour que ces échanges-là, au niveau de ce conflit, soient propices. On va essayer de créer ce climat favorable et on va s'appuyer ici sur une application pour tendre vers la ludification des apprentissages. C'est le concept de jeu sérieux, des serious games, dont vous avez probablement entendu parler. Donc ici, on utilise une application, c'est un PowerPoint ou un diaporama navigable, tout simplement, qui va permettre aux élèves de jouer un jeu. C'est un prétexte, évidemment. Dans ce prétexte-là, ils vont disputer des matchs amicaux qui sont en fait des situations de match à thème, contre des équipes, l'OM Vitrolles par exemple. C'est un prétexte. Même chose au sein de la situation, ils vont pouvoir se confronter à la compétition, qui est en fait ma situation de référence, moi, en tant qu'enseignant. Donc, contexte mis en place, qui leur est détaillé, expliqué par une petite vidéo. Moi, je me décharge un petit peu aussi de ces consignes-là. Je vais pouvoir peut-être me centrer un petit peu plus sur les échanges avec les élèves. Et donc, je vais inviter les élèves, sous une forme de procédé d'autodétermination, leur permettre de faire des choix. Je vais inviter les élèves, à partir de l'analyse du PTB qu'on a vu tout à l'heure, à dire, nous, on préférerait aller travailler telle compétence. La compétence, elle est ici caricaturée par un pouvoir dans l'application qu'ils vont essayer de mettre en œuvre. Donc, il va falloir qu'on acquiert le pouvoir de Nicolas Karabatic. Le pouvoir de Karabatic, c'est quoi? C'est être capable de faire des choix en attaque. Prétexte, encore une fois, évidemment. Donc, ils vont faire des choix, et puis ils vont mettre en place la situation de travail à côté, en essayant, évidemment, d'atteindre la compétence visée. Sur une troisième partie, donc on va voir au niveau de l'enseignant et du numérique ce qui peut se passer. Donc on va retourner sur l'acrosport, on va retourner aussi sur ce principe, poursuivre sur ce principe de scénario pédagogique. Donc là, en fait, on va avoir une redéfinition de l'espace. C'est-à-dire que l'enseignant, on va un petit peu le délocaliser de la gestion de la classe. Il va surtout être là pour appuyer l'élève et mettre en place un dispositif qui va lui permettre d'avoir une autodétermination. Il va en fait projeter son apprentissage, il va élaborer son apprentissage. Donc on va placer dans un endroit de notre gymnase une zone de répétition. Donc cette zone-là, les élèves peuvent y aller à n'importe quel moment. Ils y vont quand ils veulent. Face à cette zone de répétition, il y aura toujours une caméra qui filmera en différé pour que les élèves puissent se voir. Les élèves agitent une petite cloche, un son, un signal sonore. Tous les élèves s'arrêtent. Donc il n'y a plus ce temps où, allez, on va montrer la chorégraphie, vous venez tous là et on la regarde. Les élèves regardent de là où ils sont. Et de là où ils sont, ils vont juger la chorégraphie. De manière à nous pouvoir avoir un accès rapide au jugement, on va utiliser l'application Plickers. Alors, Plickers, c'est une application pas très compliquée. C'est en fait, chaque élève va avoir un petit pictogramme comme celui-ci. Et selon l'orientation du pictogramme, donc réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, le professeur a juste à scanner les réponses avec le portable et il a un graphique avec les jugements des élèves, qu'ils soient nominatifs ou non, ça peut être complètement anonyme. Et les questions qu'on va poser, tout simplement, c'est voilà, pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les figures qui ne sont pas assez difficiles? Si c'est le cas, ils iront sur l'atelier sélection. Ils retrouveront le diaporama interactif et ils changeront pour des figures plus difficiles. Si jamais ce qui ne va pas, c'est que les figures sont mal validées, elles ne sont pas réellement, correctement réalisées, ils iront sur l'atelier validation où ils pourront s'entraîner, se regarder en différé. Et si jamais ce qui ne va pas, c'est l'enchaînement, ils retourneront travailler avec Coach Ice où ils essaieront de rechronométrer leur temps de liaison. Donc grâce à ça, en fait, on va aussi passer de ce que Kahn nommait dans l'éducation réinventée, c'est celui qui a fait la méthode Kahn, il parle de pédagogie de la maîtrise avant la pédagogie du temps. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas un enseignement au bout d'un certain laps de temps. On l'arrête à partir du moment où il est maîtrisé. Et là, les élèves, en fait, les ateliers qui vont leur être proposés sont liés à leur maîtrise, à leurs besoins spécifiques. Et ce n'est pas une séance on va travailler telle thématique, une séance on va travailler telle thématique. C'est le besoin de l'élève qui va construire la séance.
Alors, pour conclure, donc, nous partirons d'un modèle, en nous appuyant sur un modèle qui permet de caractériser donc, l'usage du numérique, donc le modèle ASPID de Karsanti. Nous allons ainsi mettre en exergue une détérioration possible, toute la partie détérioration. Donc ainsi, en reprenant les limites émises par Marcel Lebrun ce matin concernant l'enquête PISA 2015, effectivement, au regard du modèle ASPID de Karsanti, il peut y avoir une détérioration. On va prendre l'exemple des feedbacks. On en parlait tout à l'heure. Donc le feedback, s'il y a trop de feedback extrinsèque lié à la vidéo différée, cela peut tuer le feedback intrinsèque. Donc il y a un véritable... De plus, le fait de rationaliser tout et d'objectiver tout via le numérique ne laisse pas forcément la place au ressenti, aux émotions que peut vivre l'élève. Il y a un véritable enjeu citoyen pour nous, à la fois lié à la véritable fracture numérique qui ne se situe pas où on l'entend, c'est-à-dire non pas sur la possession ou non de l'outil, mais plutôt sur ceux qui savent les utiliser à leurs avantages et ceux qui sont victimes de la surinformation. Ainsi, donc Pascal Lardelier explique que les enseignants vont devoir devenir des passeurs culturels, donc pour les digital natives. Donc les digital natives, ce sont les adolescents qui sont nés dans l'ère du numérique. Donc nous pensons, comme le soulignait donc Stigler, qu'avec le numérique, nous sommes dans l'obligation de repenser l'éducation. Pour terminer, donc, nous allons reprendre, paraphraser donc, Baquet qui, en 1942, disait que le sport n'est pas éducatif en lui-même, il le devient, pour donc, préciser que le numérique n'est pas éducatif en lui-même, il le devient. La présentation est disponible sur le site en format PDF. Merci. Merci. Merci.